Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ce soir avec Alexia Patrinos, Ilan Benaïm, qui est le président de Neoma Alumni, et nos invités qui vont bientôt prendre place pour cette table ronde qui est organisée par Women by Neoma Alumni sur le thème « Au-delà de la parité, quelles mesures concrètes pour progresser ?» Alors, je voulais d'abord commencer par un grand merci à L'Oréal France de nous accueillir ici ce soir au siège de Levallois. On est très fiers, d'autant que l'inclusion et de la diversité, on le sait, est une cause importante pour L'Oréal. Et les prix que vous avez reçus ces dernières semaines l'ont encore démontré. Donc, on est vraiment très fiers d'être à vos côtés. Bravo. Un merci tout particulier à Anne-Laure, directrice de la diversité, et à Élodie Bernadi, directrice RSE, qui nous ont aidés avec toutes leurs équipes pour monter cette belle table ronde ce soir. Table ronde qui va durer environ 60 minutes, dont 15 minutes d'échange avec vous au niveau du public. Et ensuite, on pourra prendre un cocktail ensemble pour continuer à discuter. Alors Chloé, merci d'être avec nous ce soir. Donc Chloé représente GEF, Grande École au féminin, qui porte la charte de la mixité pour les diplômés de l'enseignement supérieur et que nous avons signé, que Ilan et Andrés Garcia Poveda, notre marraine, ont signé ce soir. Donc merci à toi et merci également à Nathalie Pille qui est parmi nous ce soir, présidente de Gap et qui était à nos côtés pour la signature. Voilà, et donc je suis très contente d'être parmi vous et de découvrir cette communauté engagée. Faut savoir qu'avec cette charte, on a réussi à lancer un mouvement de plus de 390 diplômés, dont maintenant Neoma Alumni fait partie, donc bienvenue à vous. Et je veux vraiment noter que c'est la seule association qui a fait un événement dédié sur le sujet. Donc, un grand bravo, parce qu'en fait, ça montre que vous faites vivre ces engagements. À noter aussi que les associations de diplômés de l'enseignement supérieur sont vraiment extrêmement importantes pour ces sujets de mixité, parce que c'est les mieux placés pour impulser un changement collectif qui doit être porté par les leaders, par les PDG et par tous les alumni des grandes écoles. Donc, ça avance, mais il reste quand même du chemin à faire. Oui, c'est vrai qu'il reste beaucoup de chemin, beaucoup a été fait, mais malheureusement, c'est pas assez. Merci beaucoup à L'Oréal, merci à Alexia et Adeline de m'avoir invité. La mixité, l'inclusion et la diversité est un sujet très important pour moi, puisque je suis un pur produit de la mixité. Mon père étant juif marocain, ma mère catholique autrichienne, je suis né et grandi au Maroc. Tous mes copains sont musulmans, donc moi j'ai toujours baigné là-dedans et j'ai toujours même été une minorité parmi les minorités et je me suis toujours rendu compte que il y avait beaucoup de choses à faire. Et quand après j'ai monté ma start-up, et là, naturellement, on était tous mix. Parce que quand on est une start-up, on n'attire pas les meilleurs talents, qui préfèrent venir bosser chez L'Oréal, je pense. Et on se retrouve tout de suite dans une mixité et on s'est rendu compte que les challenges, les choses impossibles à faire qu'on nous disait à l'époque, c'est pas possible. On l'a fait parce qu'on était mix, parce qu'on était divers. Et voilà. Et aujourd'hui, quoi de plus fort qu'un réseau de 78 000 alumni diplômés? Avec, vous allez voir, des gens dont on est extrêmement fiers, qui ont fait des grandes carrières. On dit toujours qu'un réseau d'alumni, c'est un réseau des anciens étudiants. Pas du tout. C'est un réseau de décideurs et de grands managers et que la clé, ça va être, pour la mixité, il faut le décider. On cherche à l'imposer par la loi, mais on voit bien que sur l'égalité homme-femme, qui est la première des discriminations, on a une loi depuis longtemps et on n'y est pas encore. Donc, c'est vraiment une question de décision et j'espère que la table ronde va apporter quelques réponses ce soir et quelques clés. C'est certain. En tout cas, merci Ilan pour ce bel engagement de Neoma Alumni et merci Chloé pour cette belle initiative. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Je vais en profiter pour appeler dans un ordre bien précis le panel de nos invités pour nous rejoindre sur ce plateau. Je commence par cette chère Andrés Garcia Poveda, présidente du groupe Le Grand et marraine de Women by Neoma Alumni. Merci. Alors, c'est où tu dois t'asseoir. Ah,
Ah, ça, c'est moins bien. Je vais t'asseoir ici. Anne-Laure Thomas, directrice de la diversité chez L'Oréal. Bonsoir. Écoute, je t'invite à t'installer à côté d'Ilan. Charles Perrault, qui est Chief Operating Officer chez MWM Startup. MWM Startup provenance de la French Tech, pour ceux qui ne le savent pas. Et Pete Stone, fondateur de Just Different, un cabinet de conseil justement sur la diversité et l'inclusion. Merci beaucoup. Je vous propose de rentrer directement dans le sujet. Donc, la question ce soir n'est pas est-ce que la diversité permet la créativité, l'innovation, la performance économique, car depuis 15 ans, McKinsey produit régulièrement des études qui le confirment. La question, c'est vraiment comment créer les conditions dans toute l'entreprise pour créer cet état d'esprit, cette culture qui va permettre de se mesurer, de mesurer les progrès et d'accélérer. Donc, l'important, c'est de pouvoir répondre à cette question. Et Andrés Garcia Poveda, tu es donc, comme l'a rappelé Alexia, présidente du groupe Le Grand, tu es en fait, ta nationalité est espagnole, mais tu vis à Paris depuis très longtemps. Tu as étudié en Espagne à l'ICAD et en France à l'IOMA. Absolument. Tu as un parcours qui n'est absolument pas classique. Et tu cumules en fait deux responsabilités extrêmement importantes, présidente du groupe Le Grand, mais également senior advisor de Spencer Stuart. Donc, la question qu'on voulait te poser, c'est, avec ton expérience et avec ton parcours, comment créer cette culture de l'inclusion qui est si nécessaire pour non seulement atteindre, mais même dépasser la parité? Merci beaucoup, Adeline, et bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous et de ce rendez-vous, de ce réseau Women, qui a l'avantage d'être à la fois ouvert à tous, mais aussi avec une idée bien en tête, qui est de promouvoir effectivement le talent aussi féminin au sein du business. Alors, c'est vrai que on parle beaucoup de mixité et le mot mixité apparaît beaucoup dans les communications de notre réseau. Moi, je lui préfère en fait l'expression de diversité au pluriel, diversité ES, parce que je considère que la seule diversité ou la seule différence qui compte vraiment, c'est en fait la différence de pensée. Et qu'en fait, on est tous les uns les autres, les unes les autres, on est tous des humains complets qui venons avec un bagage à la fois culturel, géographique, familial, social, religieux parfois, des backgrounds de genre aussi. On est plus ou moins exposé au handicap. Moi, je suis maman d'une jeune fille handicapée de 21 ans. Donc, nos parcours de vie et les endroits où nous naissons, mais aussi la façon dont nous nous entourons, nous conditionnent et nous font. Et nous font avoir un regard sur le monde qui est forcément différent. Je ne sais plus qui a dit, on ne voit pas le monde comme il est, on voit le monde comme on est. Et c'est cette façon de voir le monde comme on est qui permet en fait de compléter les regards des autres. Et donc, je pense que c'est cette recherche-là d'un point de vue différent, d'une façon différente d'aborder les sujets, les situations, les personnes qui constituent la richesse. Alors, la richesse, bien sûr, parce que c'est plus amusant, bien sûr, parce que c'est plus équitable, mais aussi parce qu'en fait, on obtient de meilleures solutions aux problèmes. On est en train de vivre, et c'est, je pense, pour les personnes de ma génération, moi j'ai 52 ans, je crois probablement la deuxième très, très grande crise que nous ayons vécue. La première autour des années 2008-2009, avant là, il y avait eu, on va dire, des vaguelettes, mais on n'avait pas vécu des secousses aussi fortes.
Et alors, on est en plein dans la deuxième vague, mais je me rappelle d'un certain nombre d'analyses qu'on avait faites après la crise de 2008-2009 pour regarder, par exemple, quels étaient les conseils d'administration dans les milieux de la finance qui avaient le mieux traversé cette période. D'accord ? Pour savoir, bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça finalement, qu'est-ce qui fait qu'en fait une assemblée humaine est plus intelligente et plus intelligente collectivement. La surprise, c'est qu'en fait, ce n'étaient pas les conseils d'administration qui étaient les plus peuplés de banquiers qui avaient le mieux traversé la crise dans la finance. C'était les conseils d'administration qui avaient des regards croisés, à la fois sectoriels, générationnels, géographiques, parce que chacun avait des angles de vue, encore une fois, différents sur les choses. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, si la diversité est importante, évidemment toujours et en général, elle est encore plus cruciale et importante aujourd'hui. Et cette question de comment on l'insuffle dans l'organisation est absolument cruciale. Je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse à cette question. Moi, je crois quand même beaucoup à la responsabilité que les leaders ont avant dans nos entreprises. Il y a un sociologue que j'aime bien qui avait développé ce concept qui était l'ombre du leader. L'ombre du leader est très allongée et parfois elle peut même couvrir la lumière d'autres si on ne fait pas attention. Et donc, être capable de faire ce que l'on dit, de dire ce que l'on fait au quotidien sur ces sujets est très important. Et ça commence par des petites choses. On a tous besoin de se reconnaître dans l'autre. Et on le voit par exemple lorsqu'on choisit nos amis, lorsqu'on choisit parfois notre compagnon, notre compagne, lorsqu'on choisit aussi les personnes que l'on recrute. Il a été démontré des milliers de fois qu'on recrute des personnes qui nous ressemblent, ou en tout cas qui nous ressemblent sur un aspect ou deux aspects parce que ça nous rassure et que recruter quelqu'un est extrêmement anxiogène. Donc, la première chose qu'un leader peut faire pour instaurer cette culture, c'est essayer de questionner en permanence ce fait et de se questionner. Quand on regarde notre comité de direction, quand on regarde notre équipe, est-ce que vraiment les personnes qui sont autour de la table sont suffisamment différentes de nous? Est-ce qu'ils nous contredisent suffisamment? Est-ce qu'on est suffisamment questionné? Ou est-ce qu'on retrouve finalement une sorte d'effet écho qui fait qu'on se sent très, très à l'aise, c'est très confortable parce que les uns et les autres nous regardent et opinent du chef. Mais finalement, on n'a pas cette richesse parce que même si les personnes viennent de pays différents ou ont des couleurs de peau différentes ou viennent de géographies différentes, finalement, on se ressemble trop. Donc, je vais plus loin que la diversité visible. Je parle de la diversité de perspectives et de pensée et parfois de cœur et de perception sur certains sujets. On a tous des sensibilités. Donc ça, c'est l'une des choses que les leaders peuvent faire pour instaurer cette culture. C'est s'entourer de personnes qui sont différentes d'eux-mêmes. La deuxième chose, et je pense qu'on ne se défait pas comme ça d'années et d'années en cabinet de conseil, c'est de se fixer des objectifs. Nous, chez Legrand, bon, il n'y a pas de magie. What gets measured gets done. Chez Legrand, on a incorporé la diversité et l'inclusion comme un de nos 3 grands objectifs à horizon 2030. On a parlé de 3 choses. On a parlé de diversité et inclusion, c'est le premier. On a parlé de climat et d'impact. Et on a parlé des types de familles de produits qu'on voulait développer. Donc, on l'a mis au même niveau que des choses éminemment business et financières. Ça, c'était nos 3 objectifs 2030. Le D&I est l'un d'entre eux. 1/3 de femmes, au moins, à tous les niveaux, au-dessus d'un certain niveau de responsabilité. Je vous rappelle qu'on est dans l'industrie, nous aimerions tellement avoir le même pourcentage de femmes que L'Oréal. Peut-être qu'on pourra faire un aparté pour savoir comment on peut les attirer aussi bien que vous. Ensuite, une fois qu'on a fixé un cap, ça c'est notre étoile du Nord, il faut en fait rebrousser chemin et se fixer des objectifs qui soient beaucoup plus, qui soient le long du chemin, qui soient les petites pierres qu'on ramasse au fur et à mesure. Et c'est pour ça aussi que le D&I, la diversité et inclusion, sont l'un des 4 piliers de notre feuille de route ESG. Chez nous, l'ESG, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Cette feuille de route qu'on a publiée cette année, c'est la 5e.
Et elles sont pluriannuelles. Donc, ça veut dire que quand on a commencé tout ça, je vous parle d'un temps, enfin, on était tous, on n'avait pas de durée du tout autour du visage. Donc, puisqu'on est chez L'Oréal, j'en parle. Donc, le sujet donc le D&I faisait partie de ces feuilles de route, mais c'est dans la feuille de route de cette année qu'on en a fait un pilier. On n'a que 4 piliers. Le premier, c'est le D&I. Le deuxième, c'est l'impact carbone et le climat. Le troisième, c'est l'économie circulaire. Et le quatrième est un grand tiroir où on a différents sujets autour de l'action responsable. Donc, c'est visible. Tout le monde en entend parler et on a des objectifs annuels que l'on mesure. On relève les compteurs. On les relève plusieurs fois par an et on les relève bien sûr en fin d'année. Et que fait-on de ces données en fin d'année? On les regarde, on les discute, on les communique à l'extérieur parce que les engagements que l'on communique deviennent quand même plus engageants, mine de rien. C'est cet équilibre entre le dire et le faire. Mais ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement direct. Cette feuille de route, elle est liée à la rémunération variable de nos managers dans les pays, du CEO, du comité de direction. Est-ce de la magie? Non. C'est de la cohérence. C'est de la cohérence. Donc, il faut de l'art et de la science. Je pense que la partie art relève effectivement plutôt de cette prise de conscience, du fait d'en parler, de se questionner en permanence, chaque leader avec l'équipe qui l'entoure, et d'avoir des exemples suffisants dans l'organisation pour en fait rendre tout ça vivant, hein, parce qu'on est des hommes et de femmes de chair, on a besoin de vivre ces valeurs et pas juste de les entendre sur les chartes ou de les mesurer avec des index, mais il faut aussi des index et il faut aussi qu'ils soient liés, je pense, à la façon dont nous gérons la performance. Pardon, j'ai été un peu longue, mais le sujet m'intéresse un peu. Ça s'entend, ça s'entend. Et on l'a compris. Et du coup, je vais passer la parole à Anne-Laure parce que je suis sûre que le témoignage à plusieurs titres d'André Less te parle. Toi, tu es directrice de la diversité et ta mission, c'est quand même de sensibiliser les 14 000 collaborateurs de L'Oréal et de faire de L'Oréal un lieu inclusif. Exact. Et alors, du coup, la question qu'on a envie de te poser, c'est comment on fait pour créer cette réelle dynamique? Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je disais, moi, j'ai plus beaucoup de voix, donc je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de la table C'est ronde. la semaine qui a été Ouais. Non, mais j'ai un petit souci de voix, mais tout. Mais je suis ravie d'être là, ravie d'être avec vous, donc je m'excuse juste. Effectivement, ça résonne beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez pu dire qui sont particulièrement intéressantes sur tout ce qu'on peut mettre sur une politique diversité. On a souri à plusieurs reprises parce qu'il faut savoir qu'avec Python, on travaille très souvent ensemble, donc c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine complicité et qu'on fait partie des personnes qui sont convaincues que si on veut progresser, il faut mesurer. Donc, pour rendre une société inclusive, il faut mesurer. Mais avant tout, j'ai envie de dire, il n'y a pas une recette. Il y a plein de recettes. La diversité et l'inclusion, et j'aime beaucoup les diversités. D'ailleurs, moi aussi, j'ai mis un S à diversité dans mon titre parce qu'effectivement, il n'y a pas une diversité. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous différents et qu'on s'enrichisse tous les uns les autres dans un climat qui soit bienveillant, dans un climat qui soit authentique et respectueux. Tout à fait. Ça, c'est vraiment, je pense, le b.a.-ba et ce qu'on essaye vraiment de dire. Alors, sur la France, mais j'étais avec Margaret jusqu'à maintenant dans le monde aussi, ce qui est important pour nous, c'est que chaque collaborateur, chaque collaboratrice puisse venir au sein du groupe comme il est. On parlait très souvent de la séparation vie pro, vie perso avant. On sait que ça tend vraiment à s'estomper et on sait qu'une personne qui va cacher, en fait, par exemple, son orientation sexuelle, qui va cacher certaines choses, qui ne va pas parler de son enfant en situation de handicap ou qui ne va pas vouloir parler de son handicap, va avoir beaucoup de temps, en fait, à penser à cacher les choses, qu'elle va être moins bien, qu'elle va être moins productive. Et ce qu'on veut, c'est que les personnes soient bien pour qu'elles soient ensemble le plus créatif, le plus... et du coup, le plus performant et surtout garder nos collaborateurs et nos collaboratrices à nos côtés. Donc ça, c'est une première chose. Pour faire une culture inclusive, pour faire une entreprise où la diversité est très importante, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà dites. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit porté à tous les niveaux et il faut aussi que ce soit porté par toutes et tous. C'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une politique, une stratégie qu'on va déployer. On sait où on veut aller, bien sûr, on va mesurer pour progresser, mais il faut que chacun et chacune d'entre nous le porte. Et là, je regarde en même temps parce que c'est essentiel, je regarde Stéphanie, je regarde Elodie avec qui je travaille. Stéphanie s'occupe de tout le recrutement, Elodie de tout ce qui va être RSE, environnement, et c'est vraiment travailler tous ensemble, main dans la main.
Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas une direction diversité ou la DRH d'un côté. Non, il y a vraiment un ensemble de personnes, un ensemble de collaborateurs et de collaboratrices qui vont travailler ensemble pour mettre en musique cette diversité et pour atteindre les résultats. Ce sont vraiment des résultats qui sont collectifs. Et puis, ce qui me semble important aussi, c'est, on l'a dit, de travailler sur l'ensemble des diversités et d'aller aussi parfois là où on va peut-être moins penser naturellement ou spontanément aller. Et comme aujourd'hui, on est le 17 novembre, on est en pleine semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, j'avais juste envie de donner des exemples liés au handicap. Dans cette culture inclusive, il y a des moments où on se met des challenges, on essaye, ça marche, c'est super et on continue, on poursuit. Ça ne fonctionne pas, on cherche d'autres solutions, on fait d'autres choses. Ce qui est important à chaque fois qu'on travaille sur la diversité, c'est qu'on travaille sur l'humain, on travaille sur des personnes. Donc, c'est vraiment de faire attention parce qu'il y a des vrais enjeux. Et par exemple, je vais vous donner 2-3 exemples sur le handicap qu'on a voulu déployer dans le groupe L'Oréal. C'est voir comment on pouvait travailler sur la déficience intellectuelle. C'est peut-être là où on nous attend le moins. Il y a plein de façons de travailler avec la déficience intellectuelle. La façon qui est la plus spontanée, la plus naturelle en France, ça va être de travailler avec des ESAT ou des entreprises adaptées qui emploient, en fonction d'entreprises adaptées, 80% de personnes en situation de handicap, avec handicap mental ou psychique. Et donc, ça, on le fait, bien sûr. Mais c'était aussi de voir ce qu'on pouvait faire autrement pour être inclusif. Et donc, on s'est penché sur le sujet des personnes autistes avec une déficience intellectuelle sévère. On s'est renseigné auprès des associations, on s'est également renseigné auprès de Jean-François Dufresne qui a travaillé au sein d'Andros, qui est le papa d'un enfant autiste, sur ce qu'on pouvait faire. Et donc, on a regardé dans nos usines quels étaient les postes qu'on pouvait donner à des personnes qui, dans leur travail, ont besoin de répéter des tâches. Donc, ça va être par exemple de la pesée de pigments pour fabriquer nos rouges à lèvres ou du tri de gants de sécurité. Et aujourd'hui, on est particulièrement content d'avoir en 3 ans 14 personnes autistes dans nos usines. On les accompagne bien sûr avec du personnel spécialisé, des éducateurs. On forme nos équipes et puis il y a l'accompagnement également en extérieur du travail qui doit s'envisager. Donc voilà, ça fait partie de nos souhaits. Ou par exemple, on a ouvert en février dernier, on a revu complètement le centre thermal La Roche-Posay et on avait envie, il n'y avait pas trop de lieux de rencontre. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens puissent déjeuner plutôt qu'un distributeur? On a créé progressivement une cafétéria inclusive. Voilà, c'est 2 exemples concrets dont aujourd'hui on est fiers, on a envie d'aller plus loin, on a envie de continuer. Mais voilà, c'est une façon parmi tant d'autres d'être inclusif. Est-ce que tu es également coprésidente de l'Association française des managers de la diversité. Et à ce titre, vous partagez beaucoup de pratiques. Et je me demandais en fait s'il y avait récemment des exemples innovants, peut-être de mesures ou, qui t'avaient frappé et que tu voulais partager. Alors, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la FMD, l'Association française des managers de la diversité. Effectivement, c'est une association qui regroupe 160 entreprises, organisations. Et on travaille donc tous ensemble sur ces sujets. L'association va tracer 15 ans en décembre prochain. Donc, il y a un certain recul qui est extrêmement intéressant. Et on a beaucoup travaillé sur la mesure, mais je ne vais pas en parler de la petite mesure parce que je sais que Pete en parle. Donc, je laisse la parole à Pete. Je laisse la parole à Pete. Non, ce qui nous semble vraiment important à la FMD, mais comme pour le groupe L'Oréal, c'est en fait le travailler ensemble. Tout à l'heure, j'ai parlé du travailler ensemble en interne, qui est vraiment essentiel, mais le travailler ensemble en externe est essentiel. Ce sont des sujets sur lesquels nous ne sommes pas concurrents. Aucune entreprise est concurrente. On doit avancer main dans la main pour aller beaucoup plus vite et pour aller plus loin. Et donc, c'est ce qu'essaye de faire la FMD, c'est-à-dire de faire des cohortes en fonction des niveaux de maturité. On n'a pas tous la même maturité sur ces sujets. Les entreprises n'ont pas toutes la même taille. On ne peut pas toutes avoir des directions ou des personnes dédiées à ces sujets. Parfois, dans certaines entreprises, c'est qu'une personne 20% du temps. Donc, l'idée, c'est de partager. L'idée, c'est de transmettre. L'idée, c'est d'accompagner. Et c'est ce rôle que la FMD a et qu'on a pu avoir. Alors, il y a deux sujets sur lesquels je vais vous parler. Je suis très intéressée. Ces 2 sujets qui peuvent être utiles, 1 pour faire avancer la diversité et 2 pour que vous puissiez venir travailler avec nous. Le premier, c'est Pete, vous connaissez, donc il sourit, c'est la série. On l'a lancée avec Johan Titran, qui est mon coprésident de la FMD, quand on a pris notre présidence il y a 3 ans. La série, c'est la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. C'est tous les ans la première semaine d'octobre. Cette semaine, la FMD l'a construit avec le mouvement des entreprises de France. Parce que pour montrer qu'il fallait travailler tous ensemble, quoi de mieux que de s'associer à d'autres. Et donc, c'est une semaine où on partage toutes les bonnes pratiques,
tout ce qui est fait, les informations, les avancées, on présente les outils de mesure, on présente tout ce qui peut être utile aux entreprises, aux organisations, aux administrations pour aller ensemble plus vite, au travers de conférences, au travers de webinaires, au travers de tables rondes, au travers d'ateliers de co-construction. C'est vraiment une semaine où tout le monde est convié. Ce n'est pas seulement ouvert aux entreprises adhérentes de la FMD, c'est ouvert à tout le monde et c'est une semaine pour partager parce qu'on est convaincu que chacun va prendre une idée ou deux sur tous les thèmes possibles, des thèmes innovants, des thèmes plus anciens, chacun fait en fonction de son niveau de maturité et c'est essentiel. Et l'autre sujet dont je voulais vous parler en exemple de co-construction, c'est un sujet qui me tient très à cœur également, c'est le sexisme ordinaire. Et donc, le sexisme ordinaire en entreprise, je suis à l'initiative d'un acte d'engagement avec Anne-Sophie Béraud qui travaille pour Accor et Morgane Riquel qui travaille chez EY. On s'est dit ensemble, le sexisme, souvent, on dit que c'est anodin, or ça a des impacts extrêmement importants dans la carrière des femmes, mais également dans la carrière des hommes. Et donc, l'idée, c'était d'identifier ce qu'était le sexisme ordinaire, qui sont ces mots, ces propos, ces gestes qui peuvent sembler anodins, qui sont volontaires ou totalement involontaires, mais qui vont avoir un impact. Un impact, je vous donne 2-3 phrases en exemple, ça va être elle est encore enceinte, elle les enchaîne, ou ah mais non, mais oui, c'est vrai, on ne peut pas compter sur elle le mercredi, ou plutôt sur les pères, ah bon, mais c'est toi qui vas chercher ton enfant à l'école, c'est pas ta femme, ou c'est toi qui prends ton enfant ta journée enfant malade. Et en fait, pris comme ça isolément, on peut se dire bon. Et en fait, répéter, ça a un vrai impact, ça a de vraies conséquences sur les carrières. Donc, on a travaillé sur cet acte d'engagement, 8 engagements. Et le principe, c'est que chaque entreprise signataire, c'est le CEO qui doit signer, essentiel. Pourquoi? Parce que ça doit être porté à tous les niveaux et avant tout au premier niveau pour que ça puisse se décliner. Et chaque entreprise signataire doit mettre en place un engagement par an parmi les 8. Il y a 3 ans, on était 30 entreprises signataires. Ces 30 entreprises ont mis en place chacune, en 3 ans, les 8 engagements. On s'est tous partagé nos outils d'information. On s'est tous partagé nos outils de sensibilisation. On a tous affiché la tolérance zéro à l'entrée de nos entreprises au vu de tous les collaborateurs, toutes nos collaboratrices, mais aussi des personnes qui viennent, des visiteurs. On a créé à cette entreprise un e-learning. On a d'abord mis nous en interne et puis après qu'on a offert en open source à tout le monde parce que le sexisme, il y en a partout. On a fait un outil de mesure avec le premier baromètre il y a 2 ans pour mesurer le sexisme, ce qui nous fait dire que il y a 2 ans, en janvier 2021, 8 femmes sur 10 se disaient victimes de sexisme ordinaire en entreprise, 4 hommes sur 10 également liés à la parentalité. Et ça a un impact dans 87% des cas sur la carrière. D'où l'importance. On va remesurer là, peut-être pas en janvier, peut-être en février, mais on va remesurer. Et cet acte d'engagement, on l'a fait porter par la FMD parce qu'en janvier, on sera entre 180 et 200 entreprises. Donc, ça nous a complètement dépassé. Et l'idée à chaque fois, c'est de se retrouver tous les 3 mois pour qu'on puisse partager les bonnes pratiques. Entreprises, mais on a rajouté les écoles, parce que c'est essentiel, avec un groupe de travail spécifique pour les écoles, voilà, pour avancer tous ensemble. Et c'est ça aussi l'idée de la FMD, c'est l'idée de partager, de co-construire et ensemble d'aller plus loin. Le message est passé, je crois. Et tout le monde peut venir, ceux qui n'ont pas signé dans leurs entreprises l'acte de sexisme, c'est une entrée par an, une cérémonie annuelle, parce que ça nous demande pas mal d'organisations, là, vu qu'on va atteindre les 200. Et donc, ce sera le 25 janvier à Bercy, en présence de ministres. Et si vous avez envie de vous engager à nos côtés et bénéficier de tout le travail qu'on a fait, mais j'ai qu'un mot, venez, je vous attends. Merci pour cette invitation. Donc, Pitstone, toi, tu as fondé Just Different. Donc, tu es un expert reconnu en diversité et inclusion. Et d'ailleurs, tu as animé un des groupes de travail de la FMD et ça a donné lieu à ton dernier ouvrage qui est l'organisation inclusive, mesurée pour progresser. Donc, on parle de la mesure et de son importance qu'évoquait Anne-Laure. Il existe une palette d'outils pour mesurer, Mixity, Great Place to Work, etc. Ce qui nous a paru intéressant dans ton groupe de travail, c'est que des entreprises se sont mises ensemble, donc un groupe d'une dizaine, je crois, pour se construire ensemble l'outil et pouvoir vivre la même démarche. Est-ce que tu peux donc nous dire, compte tenu de cette expérience, est-ce qu'il y a des clés de réussite ou des pièges à éviter lorsque l'on veut justement bien mesurer pour bien progresser?
Oui, clairement. Juste pour revenir sur ce que dit Anne-Laure, déjà, il faut savoir que l'ensemble des publications de la FMD sont droit libre, tout est téléchargé sur le site de la FMD. La première publication que moi j'ai coécrit, la première publication, c'était avec Edia Zanad, qui est professeur à une école de commerce qui s'appelle Neoma. Non, Neoma était un des premiers membres école de l'association, donc il y a quand même une vraie histoire entre Neoma et la FMD. Alors, je vais prendre mes notes parce que moi, mon plus grand problème, c'est de ne pas parler trop. Donc, j'essaie de ne pas parler trop. Donc, déjà, je parlais un peu de notre baromètre parce que je pense que si on a autant travaillé avec des entreprises, c'était vraiment pour mettre en œuvre, je dirais, l'intérêt de la diversité. J'adore la définition de diversité de pensée. Pour moi, c'est la définition la plus importante de diversité. C'est que quand on est tout seul, on ne va jamais aussi loin que quand on est avec d'autres gens. Patrick Charnitsky, avec qui je travaille depuis de longue date, c'est un expert sur diversité. Moi, j'aime pas être appelé un expert parce que moi, j'essaie surtout ce que je sais pas. Mais bon, passons. Mais Patrick, c'est un vrai expert sur le sujet. Mais avec lui et moi, nous, on a nos idées. Mais si on ne confronte pas ça à l'expérience des entreprises, on va proposer quelque chose qui sera nettement moins intéressant que si on confronte ça aux pratiques au jour le jour. Donc, on a eu des entreprises très différentes. L'Agence française de développement, la PRR, Bouygues Construction, Montpellier Business School. Bon, désolé. Ah, mais on est inclusif. Nestlé, Renault, Orange, Servier, Université de Lorraine et Zara. Donc, quand même des organisations qui sont très différentes les uns des autres. Et en travaillant avec eux, on pense qu'on a présenté un outil qui est vraiment robuste et qui vraiment permet de mesurer l'inclusion. Parce qu'en général, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles mesurent la diversité ou les diversités. Et c'est vachement important. Sauf que tu peux avoir plein de diversités, notamment diversité de pensée. Si tu n'as pas l'inclusion avec, les pensées ne s'expriment pas. OK. Donc, ça, c'est la première chose. Quand on a commencé à travailler dessus, on s'est dit, mais où est-ce qu'on commence? Le livre avant avec la FMD, c'était sur l'inclusion, avec une définition de l'inclusion. Donc, on est parti de qu'est-ce que c'est l'inclusion. Parce qu'à partir du moment où on sait a priori ce que c'est une organisation inclusive, mais il faut mesurer à partir de ce que c'est une organisation inclusive. Donc, le baromètre qu'on a monté, ça s'appuie sur ce modèle, donc sur 5 dimensions. Donc, l'équité et le sentiment de justice, absolument fondamental. S'il n'y a pas d'équité dans les entreprises, il n'y a pas d'inclusion. La coopération, parce que ça n'a pas de sens si on ne crée pas des processus qui font en sorte que les gens travaillent les uns avec les autres. La transversalité des actions, je pense que c'est un des plus compliqués. Ça veut dire qu'il faut le plus possible mettre en place des actions qui concernent l'ensemble des salariés. Alors que quand on travaille beaucoup sur les diversités, on a tendance à travailler par population, et il faut le faire. Mais on oublie le fait qu'il y a plein de gens qui ne sont pas dans ces populations-là. Et que si on veut vraiment quelque chose qui permet de pouvoir créer une organisation inclusive, il faut le plus possible mettre en place des actions qui concernent tout le monde. La maternité, c'est un vrai sujet. Mais ce n'est pas que ça. C'est la parentalité. Mais ce n'est pas que la parentalité, c'est la dépendance. Mais même la dépendance, ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on permet aux gens d'avoir un équilibre dans leur vie. Et ça concerne 100% des salariés. 100% des salariés. Parce que travailler uniquement sur la dépendance, c'est génial. Tu es quelqu'un dépendant dans ta vie, tu as le droit de quitter le boulot à une heure raisonnable. Si tu veux rentrer pour regarder la télé, là, ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver la manière d'inclure tout le monde. Équilibre entre unicité de partage, 2 besoins fondamentaux de chaque personne. Je dois sentir que je suis différent de tous les autres. Je dois partager des choses avec les autres. Et en général, les entreprises travaillent beaucoup sur la partie partage, les valeurs, les process, la culture, mais pas forcément assez sur la partie unicité, accepter les gens le plus possible tels qu'ils sont, le plus possible. Je vais finir avec ça dans un instant. Le dernier, c'est la maîtrise des stéréotypes. Parce que tant qu'on ne maîtrise pas les stéréotypes, tout ça ne marche pas. Donc, l'idée, c'est de mesurer tout ça sur 2 axes. Un, c'est les actions qu'on met en place. Quelles actions on a mis en place pour pouvoir avancer sur ces dimensions-là? Et deuxièmement, quelles sont la perception des salariés? Parce qu'en fait, l'inclusion, ce n'est pas une réalité. L'inclusion, c'est une perception. Si je perçois qu'on me traite de manière équitable, ça va. Je peux être discriminé. Et évidemment, si on est discriminé matériellement, on n'est pas bien. Mais si je ne sais pas que je suis discriminé, mon bien-être, il n'y a pas de problème. Hein. Le vrai problème de bien-être, c'est le sentiment d'être discriminé. Donc, il faut vraiment travailler sur la perception des gens. Donc, il y a 2 questionnaires, un sur les actions et l'autre sur les perceptions pour vraiment mesurer tout ça. Et après, tout ça, c'est croisé avec 4 domaines. C'est la gouvernance, la stratégie et les valeurs. Donc, ça, c'est vraiment qu'est-ce qui chapeaute tout ça. Tout ce qui est management,
mais aussi les relations interpersonnelles. Parce que souvent, les gens parlent de management inclusif, vachement important. Sauf que l'inclusion, ça concerne tous les salariés, tous les jours. Ce n'est pas uniquement une question de management, c'est l'ensemble des équipes. Pilotage RH, sensibilisation, formation, etc. Et le dernier, c'est la communication. Donc, l'idée, c'est de prendre action, perception, 5 dimensions, 4 domaines, et on mesure tout ça, et ça sort un score qui permet de pouvoir savoir où est l'entreprise par rapport aux autres. Parce que ce qui est intéressant à la fin, c'est aussi pouvoir se benchmarker avec les autres. Alors après, honnêtement, je pense que le plus important en termes de conseils, et c'est ce que tu as dit au début, c'est que ça prend beaucoup de temps pour envisager, pour inventer tout ça. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Il y a Mixity qui l'ont fait. Il y a Great Place to Work qui l'ont fait. Je pense évidemment que notre outil est meilleur que les leurs, parce que sinon j'aurais fait le leur. Bon, je pense que le nôtre, mais bon, de toute façon, il faut s'appuyer sur ce que les autres ont déjà fait. Il ne faut pas essayer d'inventer la roue chaque fois, ça ne sert à rien. Parce que croyez-moi, nous, on a bossé sur ça. On a bossé sur ça avec 10 entreprises pendant 9 mois. Hein. Et il n'y a aucune entreprise qui va mettre autant d'énergie et autant d'expertise sur ça. Donc, s'appuyer sur ce que les autres ont déjà fait. Point de vigilance. Le plus on travaille sur les catégories de personnes, le moins on travaille sur l'inclusion. Donc, si on veut une entreprise inclusive, une organisation inclusive, par définition, il ne faut pas cliver, il ne faut pas diviser. Et si on ne fait pas attention, on divise les gens. Et par exemple, ce réseau, et on a bien travaillé ensemble là-dessus, c'est un réseau mixité, c'est un réseau de femmes et d'hommes. Si tu as un réseau uniquement d'hommes ou un réseau uniquement de femmes, c'est là où tu divises. Donc, il faut avancer ensemble, parce que c'est uniquement ensemble qu'on va pouvoir réussir. Mais je peux te poser une question. Tu peux poser une question. Pardon, je suis une rebelle dans l'âme. Quel est le regard que tu portes avec cette expertise que tu possèdes sur les affinity groups qui viennent des États-Unis, qui arrivent maintenant au UK et en France, oui, par certains. Alors, pas tous, parce que certaines de ces notions ne sont pas légalement acceptables en France encore, mais quel est le regard que tu portes là-dessus? C'est vachement intéressant. C'est des réseaux de femmes ou d'hommes, c'est des réseaux sur le handicap, c'est les réseaux, par exemple, je pense, quand tu parles de ce qui n'est pas possible, c'est sur l'origine ethnique. En France, non. Mais moi, j'ai vu en Angleterre cette semaine, j'ai été entre étonnée et amusée, un réseau de ménopause. Je plaide coupable, j'aurais pu y affilier, mais je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui m'identifie. Vous voyez, donc, voilà. Alors, là, je mets ma casquette anglaise et je fais semblant de ne pas comprendre la culture française. Yes, sir. Yes, sir. Même si je comprends un tout petit peu. Il y a un mot qui est vachement intéressant. Et quand on a traduit en anglais notre livre sur l'inclusion, on avait un mal fou parce que de toute façon, on ne pouvait pas le traduire. Donc, on ne l'a pas traduit, on l'a expliqué. C'est communautarisme. Si quelqu'un trouve une manière de dire communautarisme en anglais, je suis preneur. Identity politics. Oui, mais ça, ouais, mais ça, c'est le même problème avec communauté. Peut-être. Je vais réfléchir et je reviens dessus après. Le problème, c'est que les communautés dans la vision anglo-saxonne n'est pas exclusif. Dans la culture française, avec cette notion d'une république indivisible, une communauté, c'est toujours une menace pour l'ensemble. Et ce qui est compliqué, je pense, dans la culture française, c'est l'idée qu'une partie de notre identité n'est pas exclusive par rapport à d'autres parties de l'identité. Donc, je donne un exemple. J'ai un copain qui s'appelle Saïd, et Saïd dit, la culture française me demande de choisir entre ma mère et mon père. Parce que c'est difficile d'être algérien et français en même temps. Alors que dans la culture anglo-saxonne de manière générale, tu vas avoir plusieurs identités différentes qui se cumulent et qui ne se contredisent pas les uns avec les autres. Donc, ça veut dire que, par exemple, sur le groupe sur la ménopause, et c'est un sujet qui est vachement intéressant, parce qu'en Angleterre, on parle beaucoup de ménopause. En France, on n'en parle pas, hein, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la ménopause n'existe pas. Ouais, mais, ok, tu es d'accord, mais... C'est toujours... Ok, mais oui, mais c'est chez vous. Non, mais attends, ok. Non, mais sérieusement, la plupart des entreprises, la ménopause, c'est un tabou, mais énorme. Écoute, mais c'est comme un les vrai règles. changement. Non, enfin, je ne sais pas si tu as vu Pardon, on va pas parler. Parce qu'il ne faut pas trop nous laisser tous les deux.
Non, mais en un an, entre 2021, où il n'y avait aucune communication presque sur Ça avance. le sujet de la Je suis d'accord. ménopause, et 2022, où j'ai vu un nombre de posts le 18 octobre dernier, pardon, le 18 octobre, c'est la journée mondiale de la ménopause, j'ai été impressionnée de voir l'ampleur du sujet en un an. Mais comme les règles, comme l'endométriose, comme l'ensemble des sujets. Mais pour revenir sur la après. question, je pense que ce réseau, c'est un bon exemple. Je pense qu'à un moment donné, il est intéressant de permettre aux gens qui partagent une même expérience de partager cette expérience-là. C'est pour ça que, par exemple, je pense qu'il est intéressant d'avoir un réseau de femmes à l'intérieur d'un réseau mixité, parce que, je suis désolé, moi je peux faire tout ce que je veux, mais je ne peux pas comprendre ce que c'est la maternité. Je ne peux pas comprendre ce que c'est d'être la seule femme dans un comics. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir des gens qui partagent les mêmes choses. Ça ne veut pas dire pour autant que ça définit la personne, mais c'est une question de partage pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on s'entraide, on est. Oui, c'est vraiment l'idée qu'on n'est pas tout seul. Enfin. Mais même sur les réseaux d'hommes, parce que les gens disent on n'a pas besoin de réseaux d'hommes parce que les hommes, ils réseautent tout le temps. Oui, sauf que le type d'homme qui a envie d'être dans un réseau d'hommes n'est pas en général le type d'homme qui réseaute comme le réseautage classique des hommes. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis ça, mais… Hyper clair. Je t'adore. donc, je pense que c'est intéressant ces réseaux, mais même sur l'origine ethnique, je ne sais pas si c'est le cas chez L'Oréal, mais il y a BNP Paribas, par exemple, c'est un réseau, y compris en France, qui s'appelle Affinity, sur l'origine ethnique. Parce que croyez-moi, quand tu es tout seul noir dans un groupe, ce n'est pas la même chose quand tu es tout seul blanc dans un groupe. Parce que de toute façon, quand tu es blanc, tu n'es jamais tout seul. Hein. Ça dépend où. Ici, mais en France. oui, ici. En Afrique, Ouais, je suis d'accord. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vivre le fait d'être tout seul comme tu es toi dans un environnement. Il faut avoir vécu ça pour savoir ce que c'est. Oui, de la ménopause. Ouais. Donc voilà. Mais c'est. Ouais. Je n'étais pas convaincu. Hein. Merci. Non, je ne veux pas interrompre ton. Non, moi c'est bon. Vas-y. Non, juste pour finir. Donc le dernier truc, c'est simplement, c'est vraiment ce danger qu'il ne faut pas accepter tout dans une entreprise. L'équilibre entre l'unicité et le partage, ça ne va pas dire qu'on accepte tout. le respect. Une entreprise qui accepte tout, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un groupe. Donc, il va être très clair dans un groupe, dans une entreprise, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et quand ce n'est pas possible, comme sur le sexisme, il faut qu'il y ait sanction. Et c'est ça qui montre qui on est. Donc, il va être très clair sur qui on est, très clair sur ce qu'on accepte et très clair sur ce qu'on n'accepte pas. Et ça, c'est le danger si on ne fait pas, si on est un peu trop dans, effectivement, l'identité politique, c'est accepter tout, alors qu'à un moment donné, il faut dire stop. Cette entreprise-là, ce groupe-là, ça, c'est nos valeurs. Il faut les élargir le plus possible pour accepter le plus possible les gens tels qu'ils sont, mais tu ne peux pas accepter tout. Absolument. Voilà, j'arrête. Heureusement, j'avais mis Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est cette notion de benchmark, parce qu'en fait, il y a des tailles d'entreprises qui sont assez différentes. Et alors là, on est ravis parce qu'on a Charles avec nous. Et Charles, c'est l'univers des startups. Parce que Charles, donc, tu es donc Chief Operating Officer chez MWM, j'essaie de ne pas écorcher ça. C'est une des startups qui est prometteuse de la French Tech 120. Vous êtes dans le programme. Vous êtes leader mondial des applications créatives. C'est plus de 500 millions, je crois que tu m'as dit, de téléchargements dans le monde. Une croissance folle, comme les startups, quoi. Maintenant, 160 collaborateurs, je crois, et donc tu suis ça notamment au niveau du recrutement, parce que j'imagine que ça a quelques problématiques. Toi, tu es un vrai membre actif de la French Tech 120, donc j'avais envie de te demander comment en fait les startups approchent cette question de la diversité et de l'inclusion, et comment vous faites chez vous, chez MWM? Merci pour la question. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Donc, ça va être un peu le témoignage startup après tous les grands groupes. Donc, chez MWM, pour juste vous replacer, en effet, on est éditeur d'applications mobiles dans la créativité. Et notre mission, c'est de permettre à tous de pouvoir vivre leur créativité. Et ce qui va être important, c'est le à tous. Donc, par définition, on a besoin de la diversité. Si on veut toucher tout le monde et libérer toutes les créativités, on est obligé d'être au cœur de la diversité. Et comme on disait tout à l'heure, une startup ne peut pas croître et se développer sans la diversité. Donc, en fait, nous, on sait qu'on en a besoin, surtout si on veut toucher tout le monde entier.
500 millions de téléchargements, c'est bien, mais on peut encore en faire forcément beaucoup plus si on veut toucher 6 ou 7 milliards de personnes. Et par rapport à ça, nous, donc, on est une boîte de la French Tech. Pour se rassurer et pour essayer de gérer ça, on va regarder la data. On va baser beaucoup de choses sur la data. Et la data va nous permettre de finalement constituer une équipe diverse. Une équipe diverse qui va se nourrir de la diversité pour nous permettre d'atteindre et nous rapprocher de notre mission. On va avoir des actions concrètes, je vais vous en donner certaines. Des actions concrètes, par exemple, sur le recrutement et sur la gestion de carrière. Sur le recrutement, nous, ce qu'on a fait, un process quasi scientifique où dans la sélection et dans les entretiens, seules les compétences et le mindset comptent. On a automatisé tout ce qui est test de mindset, sur tout ce qui va être population de développeurs, ou même on va faire des textes de code, ou on va faire des business cases. Et ça, c'est vraiment une logique pour pouvoir se fermer de rien et avoir cette diversité. Et surtout, comme on le disait tout à l'heure, ne pas recruter des gens comme nous. Parce que c'est pas logique. Moi, on veut recruter des gens différents pour apporter quelque chose de plus, de la valeur à l'équipe, de l'expérience, des skills supplémentaires et des points de vue différents forcément. Le deuxième, c'est grâce à cette data, c'est en temps réel pouvoir vérifier que dans nos process de recrutement, il n'y a pas de biais. Généralement, ça peut être des biais courants. On parlait de sexisme ordinaire, mais des biais courants où les gens ne le font pas forcément de manière consciente. Ouais. Et en fait, par la data, en temps réel, on va pas regarder et essayer de corriger ça et de se dire, attention, là, dans ce process, il y a quelque chose qui est bizarre, il faut jeter un coup d'œil. Et après, on parlait tout à l'heure de transparence. Nous, on a mis en place des plans de carrière track en anglais, avec 8 niveaux de seniorité. Et sur chaque niveau de seniorité, on a exactement les attendus. Donc, les personnes qui arrivent, on les prend à un niveau de seniorité, on peut se tromper. Si quelqu'un qui arrive dans la société, qui a fait un test, on peut se dire, non, on te met médium 2, enfin médior 2, on réévalue s'il y a besoin. Donc voilà, c'est communiqué, c'est transparent. On s'en sert pour faire lors des évaluations. Et comme ça, en fait, la discussion qu'on peut avoir avec les gens, c'est juste comment on le positionne par rapport à un niveau de seniorité. Mais il y a tout le reste, en fait, finalement, est entre guillemets secondaire. Et grâce à ça, on va pas faire on cherche la diversité, mais on va pas faire des biais pour atteindre cette diversité. Ça, c'est capital et dans toutes ces logiques, c'est vraiment grâce à la data, en étant data-centrique et transparent, qu'on va pouvoir avancer et créer cette équipe dont on rêve et dont j'ai besoin pour atteindre ma mission. J'ai un exemple précis sur les résultats. Dernièrement, on a recruté 2 profils incroyables en reconversion. Une personne qui est devenue développeur front-end après 10 ans en étant barman, une personne qui a fait 20 ans de BTP qui s'est reconvertie développeur Android. Bon, désolé, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est pas forcément commun. Et si on n'avait pas fait tout ça, si on avait gardé nos valeurs, jamais il serait arrivé dans l'équipe. Et potentiellement, dans certaines équipes, c'est des gens qui apportent beaucoup plus d'énergie que d'autres, parce qu'ils ont connu des trucs incroyables. Et quand potentiellement il y a des petits jeunes qui peuvent se plaindre de certaines choses, il y a après 30 ans de BTP, il explique lui se réveillait tous les matins à 5 heures et qu'il travaillait peu importe la température. Donc ça aide et ça apporte quelque chose de supplémentaire que moi j'apprécie au quotidien. Et quand et c'est quelque chose qu'on est en train de construire, on n'est que 160, quand on a cette équipe diverse, ce qui est important, c'est que chacun arrive à s'approprier, à être acteur de cette diversité. On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, une équipe inclusive, c'est une équipe où on va réussir à intégrer chaque collaborateur indépendamment de ses différences et de ses spécificités dans un collectif de travail pour atteindre notre objectif. Et en fait, pour ça, on a des actions qui sont particulières. Par exemple, on a mis en place un cadre d'initiative, donc on appelait MWM Initiative parce qu'on ne s'embête pas trop sur les prénoms, enfin sur les noms. Et finalement, c'est un cadre où n'importe qui dans la société, dès qu'il y a 3 ou 6 personnes qui veulent travailler sur un projet, ils peuvent le porter pour transformer la société. Il n'y a même pas besoin de demander un avis d'un manager si on respecte un certain cadre. Pour être très clair, c'est du temps homme sur un mois et un budget. Et si on est en dessous de ces 2 caps, ils peuvent porter n'importe quel projet. Des projets liés à l'inclusion, des projets que je pourrais même pas imaginer. Parce que moi, je vis pas ça, mais s'il y a 3 ou 6 personnes
un groupe de 3 ou 6 personnes. 3, c'est parce que à partir de 3, on peut être sûr que c'est un projet qui touche beaucoup plus. 6, parce qu'au-dessus, ça sert à rien, il y a trop de personnes, on n'avance pas. Enfin, selon les critères, peut-être 13 startups, mais et en fait, grâce à ça, on peut tout faire. Il y a des projets qui sont arrivés, qui transforment la société. Et même, moi, je suis prêt à utiliser l'initiative pour changer le cadre d'initiative. J'ai mis un cadre avec des jours et un budget, mais en fait, on peut le faire éclater si ça freine quoi que ce soit. Donc, on n'est pas fou, on fait pas, on n'accepte pas tout, c'est juste qu'on a mis un cadre pour permettre aux gens de s'expliquer. On essaye de s'adapter aux contraintes de chacun. On parlait de la parentalité. Voilà, nous, c'est le cas de beaucoup de startups. On a une moyenne d'âge de à peu près 30 ans. On a un tiers des personnes qui d'un coup deviennent parents, c'est mon cas. Donc là, on doit s'adapter. On n'est pas habitué à ça. Et donc, typiquement, non, moi, j'étais pas prêt, mais c'est une autre discussion. Mais alors, on fait tous des afterwork le jeudi, et bon, voilà, c'est différent. Mais c'est que du plaisir à partir du moment où ils font leur nuit. Et donc voilà, nous on s'est dit comment on fait pour gérer ça. Donc c'est horaire adapté, on en a parlé. C'est place en crèche pour enlever un stress, on en a parlé dans une autre session tour de table. Et ça c'est important. Et ces contraintes, c'est de les enlever et on s'adapte ensemble. Donc moi je suis parent, donc ça va être facile de savoir. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui ont des contraintes et il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et le dernier point, je l'ai oublié. Attendez, je regarde parce que j'ai fait des blagues. Donc, et le dernier point, en plus, il est hyper important, c'est d'être très ouvert et vigilant sur tout ce qui est discrimination et harcèlement. Encore une fois, alors, ça peut-être cliché, mais nous, on n'est pas habitués. Dans une startup, je suis arrivé dans une startup, on était 35. J'ai pas, entre guillemets, été formé pour. Et c'est des choses qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas ça chez nous. Et parfois, ça peut arriver. Et si on n'est pas suffisamment ouvert, et en fait, c'est des choses qu'on voit pas. Non pas qu'on veut pas le voir, hein. C'est juste pour nous que ça n'existe pas. Donc, si ça n'existe pas, ça peut pas arriver chez nous. Et donc ça, il faut être ouvert. Il faut créer une safe space. Parce que si nous, on n'est pas habitué et qu'on n'est pas ouvert, les gens ils vont pas oser nous en parler. Et là, on perd beaucoup de temps. Et ça va être par rapport à mon dernier point. Tout à l'heure, on parlait de modèles, etc. Je pense que ce qui est important, et c'est ce que nous, on a fait, c'est le modèle parfait n'existe pas. Le modèle qu'on va pouvoir copier d'une autre société n'existe pas parce que ça doit être différent pour chaque société et encore plus peut-être pour une startup. Et en fait, nous, on l'a dit à demi-mot tout à l'heure, on a vraiment du test and learn. Enfin, les data, le test and learn, c'est ce qu'on a essayé de faire au quotidien sur nos produits. Et voilà, on fait, si ça marche pas, on adapte. On a cas d'initiative pour avoir des remontées. On travaille beaucoup sur la communication, des temps où on a des Q&A. Et je remercie les pires des questions qui me gênent le plus à répondre devant tout le monde, parce que c'est là où on avance. Et c'est grâce à ça où on voit juste devant et on voit juste la transformation et comment être meilleur sur ces sujets. Quelle belle agilité. Oui, avec beaucoup d'exemples concrets. Et justement, donc là, c'est une question pour tous. Est-ce qu'il y a une initiative, un petit pas ou un grand pas d'ailleurs, mais dont vous êtes particulièrement fier et qui a apporté justement la preuve que l'inclusion des diversités, c'est possible, c'est performant? Moi, je pense que, comme il disait, comme moi aussi à une époque, il y a une vingtaine d'années, c'était une start-up. Mais pour nous, la mixité, elle nous était presque imposée parce que les gens, ils préféraient aller avoir des CDI chez L'Oréal que de venir être underpaid chez nous. Et donc, comme tu disais, c'était complètement normal. Normal d'avoir des femmes, normal d'avoir des gens de la diversité, normal d'avoir 52 nationalités. Ça a toujours été normal. Et nous, ce qu'on a toujours cherché à regarder, c'est est-ce que les gens se respectaient. Mais je sais que dans d'autres groupes, quand dans un groupe homogène, on va rajouter un élément de diversité, ça va choquer, ça va stresser. Dans le plus bel exemple, c'est l'exemple des startups qui, eux, font preuve d'agilité, de croissance, de surperformance. C'est eux, on devrait s'inspirer d'eux, justement, dans le grand groupe où tu as des managers qui vont dire, je trouve que la performance de mon équipe, elle se stabilise. Ouais, ils se reproduisent entre eux, ils se stabilisent entre eux, ils vont chercher le confort. Et le confort, c'est ça, c'est de se ressembler, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et le plus bel exemple, on l'a tous les jours, toutes les startups qui arrivent à avoir des taux de croissance à 3 chiffres, il n'y a pas de secret. Il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier, justement, dans le domaine de… Moi, aujourd'hui, je finance beaucoup de startups, donc je vois ça tous les jours, je suis très fier, j'adore financer les femmes. Encore plus, là, ce matin, c'est hasard du calendrier, j'ai annoncé l'investissement dans une société qui fait du cuir à base de poisson, donc qui fait à la fois du
du recyclage de peaux de poisson qui étaient jetées, et c'est 2 femmes qui s'en occupent, dont une qui est vraiment... C'est pas que c'est pas possible, donc elle le fait, donc tant mieux. Génial. Anna, peut-être J'hésite. Non, j'ai parlé de Gloria tout à l'heure, donc qui est l'insertion des personnes autistes. En fait, je vais rebondir sur ce qu'on a dit parce que, comme on a parlé de ménopause, ça m'y fait penser. C'est un de mes sujets actuels, donc c'est un sujet, pas dont je suis particulièrement fière, mais qui me tient vraiment à cœur. Sur l'ensemble des sujets sur lesquels on travaille, il y a un sujet qui me tient à cœur, qui est celui des générations, avec l'emploi des jeunes et l'emploi des moins jeunes. Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était essentiel. La France n'est pas un très bon exemple sur l'emploi des plus de 50 ans. Et donc, ce dont je suis fière, c'est pas d'être fière, en tout cas, je suis contente qu'on mette le sujet sur la table et qu'on parte. On s'est inspiré de Stop, dont je vous ai parlé. Donc, c'est pour ça que je le reprends, parce que c'est une continuité. En fait, on a signé le 10 mars dernier à Bercy, avec 30 autres entreprises et un club qui s'appelle le Club Landois, qui est expert sur le sujet, un acte d'engagement sur l'emploi des plus de 50 ans. Et donc, on l'a signé en mars. Nous, en juillet, en France, on a décliné ce programme qu'on a appelé L'Oréal pour toutes les générations en France, L'Oréal for All Generation, qu'on va déployer là bientôt. Je suis très contente, qui a été déployé en Allemagne, qui va déployer aux États-Unis, qui va être déployé au Japon, qui va être déployé en Belgique, dans les pays d'Europe. Donc, je suis vraiment très contente. On l'a mis sur 5 piliers, qui est avant tout ce qui est intergénérationnel, parce qu'on est convaincu que le travailler ensemble dans un cadre de respect, c'est la clé. Tout ce qui va être employabilité. C'est vrai qu'au sein du groupe L'Oréal, beaucoup de personnes arrivent en stage de fin d'études, en alternance et font toute leur carrière. Ça change un petit peu, mais c'est un modèle assez fréquent au sein du groupe. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de travailler l'employabilité à chaque étape de la carrière et pas se dire à 48 ans, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien avant et c'est tout au long. Voilà. Donc, travailler cette employabilité, la formation, ce qu'on peut proposer, tout ce qui va être la santé, c'est essentiel. Et on sait que ça va avoir un vrai impact. Et là, on vient dans notre dernière NAO proposer un bilan. C'est lié à la ménopause. On a lancé des cafés de la ménopause en France en s'inspirant sur le modèle anglais, ce que faisait le UK. Un bilan de santé pour toutes les femmes de plus de 50 ans parce qu'on sait qu'il peut y avoir un impact ça, sur les cancers, sur plein de choses. Donc, on a lancé en plus et on l'élargira. Tout comme on a lancé... on a donné des journées pour l'endométriose, j'en profite parce que je sais que ça va intéresser Pete, ou des journées pour malheureusement des femmes qui font des fausses couches. On verra comment on peut... Mais c'est des sujets qui sont importants. Donc je reprends intergénérationnel, employabilité, tout ce qui va être santé. Tout ce qui est transition, comment on prépare l'accompagnement aussi vers la retraite. Il y a un certain nombre de formations, un certain nombre de réflexions. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, donc c'est nous semblait essentiel. Et puis, l'après L'Oréal également, parce que ça se travaille, c'est une continuité, il y a pas un avant, il y a un avant-après, mais il y a encore un pic. Il y a plein de choses qu'on peut prolonger, donc ça nous semble important. Donc voilà, c'est un des sujets parmi d'autres qu'on travaille et qui me semble particulièrement important. Charles, peut-être alors, je pense que ça va peut-être être une réponse un peu bizarre, mais pour moi, la plus grande des réussites qu'on a chez nous, chez MWM, c'est en fait la question d'inclusion et de diversité n'en soit pas une. Alors, non pas parce que c'est pas quelque chose qui est important pour nous et c'est pas une de nos priorités, mais en fait parce que on gère ça de manière naturelle. C'est vraiment intégré au sein des équipes. C'est logique. En fait, on vit de manière logique. Je pense que c'est comme ça pour beaucoup de startups. Et ça nous fait gagner du temps. Le temps, c'est hyper important pour tout le monde et encore plus pour une startup. Et en fait, on évite des débats. Il n'y a pas de débat sur le genre, il n'y a pas de débat sur. Un jour, on a parlé avec l'écriture inclusive, le lendemain, on faisait que ça. Et comme ça, on avance. Et la logique, c'est, voilà, je le répète, mais test and learn et qu'on avance, on s'améliore, on se transforme. Et on essaye de bouger le plus vite possible. Et on n'est pas bloqué par ce genre de choses. Après, je pense que c'est spécifique. On n'est que 160, on est baigné là-dedans. Mais je pense que c'est ça la chance, c'est que c'est des mots qui, honnêtement, qui reviennent pas au bureau. Je l'aurais jamais autant dit, inclusivité et diversité que ce soir. C'est toi qui tu es pas un grand pas ou une initiative. Oui, pendant plusieurs années, je m'occupais de recrutement pour une association qui s'appelle Jolokia. Donc, Jolokia, c'est une association qui avait acheté un bateau, un peu comme les bateaux qui font le route du Rhum en ce moment. Donc, c'est vraiment un Formule 1 de la mer. Et les gens qui avaient créé l'association avaient l'idée qu'avoir une équipe diverse, peut-être, ça permettrait de rivaliser avec les équipes normales. Alors, je ne sais pas si c'est la voile ou le voile. C'est le voile?
La voile. La voile. La voile, putain, 40 ans, j'arrive toujours pas. T'excuser. Dans la voile, la diversité, c'est pas homme, pas breton, pas blond, pas baraqué, pas 35-40 ans. Okay. Donc, c'est quand même assez large d'avoir la diversité. Alors, la fierté qu'on avait, c'était qu'on a monté un processus uniquement fondé sur les compétences. Et en faisant un recrutement uniquement fondé sur les compétences, on avait chaque année un équipage diversifié. On avait des personnes handicapées. On a eu une personne aveugle sur le bateau. On a une personne peut-être paraplégique sur le bateau. On a eu des gens de 20 ans jusqu'à 65 ans. On a eu évidemment des hommes et des femmes. Et des hommes et des femmes baraqués comme les voileurs normales, mais aussi tout petits, frêles. Non, mais sérieusement, il faut voir comment ils sont les voileurs. Et deux choses par rapport à ça. On s'est planté sur l'origine raciale parce qu'on oublie dans le processus de recrutement souvent le sourcing. C'est-à-dire que tu peux mettre en place le meilleur processus sans biais, sauf que si tu n'as pas les bons candidats au début, tu n'as pas les bons candidats à la fin. Et le voile, c'est très connoté socialement, c'est très connoté aussi couleur de peau. Et donc, avoir des gens de milieu social plutôt modestes et avoir des gens racialisés, c'était compliqué. On a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais la grande fierté, c'est que... Exactement. La grande fierté, c'était que chaque année, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un recrutement, on se retrouve qu'avec des mecs bretons blonds? Est-ce qu'on va dire, mais à ce moment-là, on va recruter des gens parce que c'est une femme, parce que c'est une personne handicapée, etc. Et chaque année, Pierre et moi, on était les deux plus féroces, disant, on veut un équipage diversifié. Donc, si jamais il n'y a pas de diversité dans le recrutement, merde, tant pis, on va recruter des femmes, des handicapés, parce que ce sont des femmes, des personnes handicapées. Ce que l'on ne voulait jamais faire. Mais le truc, c'est qu'on n'a jamais été obligé de le faire. Parce que à partir du moment où tu as un vivier qui est diversifié, tu recrutes sur les compétences, tu enlèves les biais, tu as des gens diversifiés. C'est génial. On les a fait intervenir, j'ai le cas chez vous-même, et c'était une soirée absolument passionnante. Oui, j'ai pas pu le faire. C'est une expérience formidable. Ils ont gagné une course contre des équipes qui étaient établies. La première fois qu'ils ont sorti sur le bateau de Lorient, le bateau à côté normal, et a dit, vous ne ferez pas le tour du livre de Groix. Mais ils l'ont fait, hein. Et ils l'ont fait bien. Hein. Ah non, franchement, c'est un truc extraordinaire. C'est difficile de prouver diversité et performance. Hein. Dans une grande entreprise, tu ne peux pas. Toutes les études qui montrent le lien diversité et performance, ça montre des corrélations. Mais demande à un directeur, directrice financière, veut ajouter X% de plus de personnes handicapées, de femmes, ça fait combien de plus d'habitats à la fin de l'année? La personne veut rigoler au nez. Hein. C'est plus compliqué que ça. Oui, mais la question, c'est plutôt de combien de solutions on a réparé. Moi, je considère que la croissance d'une entreprise est endogène. C'est-à-dire que si ma croissance ralentit, plutôt que de dire c'est à cause du Covid et à cause du marché, c'est peut-être à cause de moi en interne. Et souvent, il y a beaucoup de boîtes américaines qui ont des méthodes comme ça, input-output. Il dit, si j'ai une baisse de croissance, vous allez me trouver les erreurs internes qu'on a faites, vous allez les accepter et vous allez me trouver des solutions. Et quand on a des gens comme ça qui ouvrent leur gueule, qui sont différents, qui sont de différentes générations, eh ben, tu as des gens qui vont dire il y a des problèmes, il faut les régler, il faut mettre les solutions. Quand tu as des gens qui sont trop homogènes, ça ne marche pas. Rien, on garde, c'est pas nous, c'est l'autre là-bas. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, c'est ça la performance qu'on va voir. C'est il y en a qui résolvent les problèmes et il y en a qui disent qu'il n'y en a pas. Et là, encore une fois, c'est diversité de pensée. Hein. Oui, c'est exactement ça, absolument. Et André Lès, dans le tour de table, est-ce qu'il y a un élément de fierté? Alors, c'est très, très difficile de passer après Pete, quand même, hein, parce qu'il nous a fait vraiment rêver. Avec la voile, ouais. En tout cas, moi, et j'irai vraiment regarder ce que vous avez fait, parce que je trouve que l'idée est incroyable. Et ça résonne aussi. Je ne sais pas pourquoi, il y a des jours comme ça où les étoiles s'alignent, mais je suis tombée ce matin sur une de ces vidéos d'un grand amiral des Navy Seals, qui décrivait en fait effectivement les dynamiques humaines dans les groupes de sélection. En fait, ils commencent avec des groupes assez importants et petit à petit, ils les éliminent au fur et à mesure des étapes qui sont de plus en plus difficiles. Ils avaient été très impressionnés de voir, parce qu'en fait, il y a une des dernières étapes, ce sont effectivement une traversée en bateau à rame. Et comme il faut qu'ils transportent le bateau d'abord sur terre,
ils sont obligés d'organiser leur troupe par taille. Ah bah oui. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Et donc, ils étaient toujours très, très impressionnés de voir qu'en fait, les plus petits étaient bien souvent en fait en tête à la fin de la course parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la revanche, de la solidarité, du travail en équipe, d'être toujours les challengers en fait, quelque part. Donc, cette notion d'être le challenger, la personne différente, je pense effectivement, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Non, moi, je vais peut-être citer une ou deux initiatives, pas forcément parce que ce sont celles dont je suis le plus fière, mais peut-être dans un esprit de partage et pour se donner les uns aux autres des idées. L'une d'entre elles, c'est effectivement dans cette notion des réseaux, c'est le réseau Elle at Le Grand, et qui maintenant a été est très très bien établi, qui est né de façon assez timide il y a une dizaine d'années, mais qui a petit à petit a pris racine. Et en fait, on a compris qu'il fonctionnait le jour où des collègues masculins ont souhaité rejoindre ce réseau et ont commencé à contribuer. Et ça fait maintenant partie de la vie, il est présent dans les chats, dans les communications, et c'est vraiment un endroit de parole pour tout sujet qui est lié à la vie d'une femme, sans devoir être trop spécifique. Moi, je suis pour des endroits de communication qui soient sûrs et qui soient des lieux d'échange, mais sans forcément essayer de mettre les gens dans les boîtes forcément à chaque fois. Hein. C'est pas trop mon genre de beauté. Il y a une autre initiative qui est une initiative qui vient du pragmatisme. Et je voudrais insister aussi sur cette notion-là, parce que parfois on peut avoir des aspirations très importantes, mais on n'arrive pas à faire avancer suffisamment la diversité, et je vais parler d'un sujet de mixité de genre, parce que justement on a ce problème de pipeline. Les datas de départ sont ce qu'elles sont. Alors comment faire? Et nous, on a, je vous ai parlé tout à l'heure de ces objectifs importants, d'avoir un pourcentage de femmes à des postes de haute direction dans le groupe dans quelques années. Donc ça monte doucement tous les ans, mais c'est quand même compliqué parce que on a une base de départ qui est quand même pas très pléthorique. Et donc, ça veut dire que quand on commence à se poser des questions, par exemple, dans des processus de succession à la tête de pays ou à la tête de division, la mobilité, et on a souvent assez peu de candidates féminines. Donc, même si on a très, 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 très envie de promouvoir quelqu'un, patronne de la Chine ou patronne de la Pologne ou patronne du Pérou, la réalité, c'est qu'on n'a pas des candidates prêtes qui soient évidentes. Et donc, ce qu'on a introduit, plutôt que d'introduire des quotas absolument incontournables, qui auraient probablement eu pour conséquence d'abandonner cette méritocratie que vous louez et que je défends aussi en tant que femme dirigeante. Je pense que c'est extrêmement important de la protéger et de la chérir et de la garantir aussi, parce que je tiens énormément à l'équité vis-à-vis de mes collègues masculins. Ce qu'on a fait, on ne pouvait pas mettre des quotas, on ne pouvait pas toujours identifier des listes de 2 ou 3 candidats qui soient mixtes sur tous les plans. Ce qu'on a demandé à chacun, c'était d'identifier à chaque fois the best woman for the job. C'est-à-dire, à défaut d'avoir un finaliste, la question que on posait la question différemment. Et parfois, c'est comme ça qu'on fait avancer la mentalité. C'est pas en essayant de trouver des réponses, c'est en posant d'autres questions. Et la question que l'on posait, c'était « Et si c'était une femme ?» Ce serait qui? Ce serait qui? Et en fait, ça a complètement changé la façon de raisonner. Et je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis persuadée, j'avais eu un débat un jour assez animé avec Madame Rixin, au sujet de cette loi sur les COMEX. Au début, je détestais les quotas, toute forme de quotas. Je trouvais que c'était… En fait, je détestais le fait d'en avoir besoin. Ensuite, en vieillissant, je me suis dit que je les aimais toujours pas, mais que j'aimais ce qu'elles faisaient. Voilà, ça s'appelle peut-être la sagesse. Et en fait, j'avais discuté avec Marianne Rixin en disant, mais finalement…
est-ce que vraiment la façon dont on définit les choses ne va pas aller à l'encontre de ce que l'on recherche? Et je m'explique. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont compliant juste sur le sujet du pourcentage des femmes au COMEX. Mais ce qui est plus intéressant, je pense, c'est de regarder où sont-elles. Dans quel métier? Où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, je vais vous dire où est-ce qu'on les retrouve. On les retrouve au RH, Communication, on les retrouve à la communication, juridique. Voilà, au marketing, au juridique, à la finance quand même. Un peu. Mais moi, ce qui m'inquiète quand je vois ça, c'est évidemment, c'est mieux que rien, parce qu'effectivement, ce groupe humain a probablement de meilleures chances de bien raisonner, vu ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ce ne sont pas souvent ces postes-là qui mènent à la direction générale, qui mènent à la gestion de PNL. Et donc, est-ce qu'il faut se dire on a tout faux, on arrête tout? Non, encore une fois, comment pose-t-on la question? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que finalement, une personne à potentiel qui est dans un poste fonctionnel, qui a démontré sa qualité, ses mérites, sa capacité à influencer une organisation, n'est pas qualifiée pour des postes de PNL? Et nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, on va essayer. Et donc, notre ancienne patronne de la RSE est aujourd'hui dans une direction de PNL. Notre ancienne patronne de l'audit interne est aujourd'hui la patronne de la Suisse. Notre ancienne patronne des achats est aujourd'hui patronne de l'Asie. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, en fait. Parce qu'on ne peut pas les inventer, ces profils. Il va bien falloir qu'on les fasse travailler, qu'on les fasse grandir et qu'en fait, on pallie un manque au départ, et manque au départ qui démarre dans les écoles d'ingénieurs, je le rappelle. Absolument. Donc peut-être que demain, les écoles de commerce pourront aussi devenir un endroit qui est un point de passage et qui peut mener ensuite vers des carrières plus techniques en complétant des études, en imaginant des parcours différents, plus créatifs, plus complets. Mais tu as raison, ça commence à l'école. Les orientations de carrière, ça commence à l'école. Voilà. Et ça commence même à la maison, avant d'aller à l'école. Mais peut-être qu'en fait, tout simplement, il faut que nous, on change d'état d'esprit. Tout est une question de perspective, que l'on soit plus créatif, qu'on fasse avec ce que l'on a. Qu'on trouve des solutions au lieu de se dire tous les jours je fais le diagnostic, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Parce qu'il va bien falloir qu'on change quelque chose si on veut y arriver. Et ce qui s'applique à la mixité s'applique aussi aux autres formes de diversité. Le deuxième élément dont je suis très, très fière, c'est le pourcentage de travailleurs porteurs d'un handicap chez Legrand en France. Il est de 8%. Et ceci, c'est sans compter aussi les initiatives de travail avec des entreprises adaptées, avec des partenaires qui font ça mieux que nous. Moi, je suis celle qui pense qu'il faut les deux. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi il faut les deux? Parce qu'on ne peut pas se réfugier derrière les entreprises adaptées pour ne pas évoluer soi-même, mais on ne peut pas non plus travailler sur les entreprises adaptées parce que les entreprises adaptées ont tout simplement la possibilité, c'est comme l'éducation spéciale, ils ont la possibilité d'offrir des plateformes d'adaptation qui sont beaucoup plus expertes et beaucoup plus réfléchies et avec des effets d'échelle qu'une entreprise ne pourrait pas offrir si elle devait reproduire ça dans chacun de ses sites, dans chacun des endroits où elle travaille. Donc, je pense que c'est la notion d'écosystème qui s'applique aujourd'hui à plein d'autres choses. Elle s'applique à l'innovation, elle s'applique à la R&D, elle s'applique à la résolution de nos problèmes, de nos enjeux climatiques. Elle s'applique aussi à l'agenda d'IANAI. On est obligé de travailler les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Juste très, très rapidement, ce qui est génial dans ce truc avec les métiers fonctionnels qui deviennent DG, c'est que ça valorise les métiers fonctionnels aussi. En plus, donc, tu fais deux choses en même temps. Franchement, c'est chapeau. Bravo. En tout Non, mais c'est vrai. Mais oui, En tout cas, comme l'heure tourne et que nous avons complètement explosé le timing. Quelle surprise. Quelle surprise. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. C'est extrêmement enrichissant. On va laisser la parole à vous dans le public. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Bonjour, Églantine Tancret. Moi, je dirige un cabinet de recrutement spécialiste de l'inclusion et je propose des programmes de leadership inclusif. Donc, j'ai beaucoup aimé, Anne-Laure, ce que vous disiez sur le sexisme ordinaire.
Et j'aimerais bien vous entendre, vous qui êtes très engagé et puissant d'ailleurs dans votre engagement. Là, vous avez parlé de vos programmes et vos programmes qui nécessitent quelquefois des moyens dont vous disposez. J'aimerais bien vous entendre sur finalement des petits freins du quotidien. Je m'explique, quand moi je présente ce que l'on fait en disant nous sur les shortlists de direction, on va vous proposer systématiquement de la mixité, j'ai déjà entendu ah bah si à compétences égales vous proposez des femmes, super, vous avez bien entendu le sous-entendu. Donc ces petits freins du quotidien, on les entend toujours pour des gens qui au départ disent qu'ils sont très engagés sur le sujet de la diversité. J'aimerais bien vous entendre si l'un ou l'une d'entre vous avait un témoignage d'un petit frein du quotidien, d'une petite expérience comme ça, qui a été soulevée pour nous aider aussi dans d'autres pratiques, si on n'a pas forcément les mêmes moyens de mener certaines pratiques comme vous. Alors, juste pour rebondir, et je parle ici avec Stéphanie qui s'occupe de tout le recrutement ici, il y a des freins dans le recrutement, il y a des freins dans la mobilité, et c'est vrai que sur le handicap, on va en retrouver beaucoup. Ça dépend des personnes, et ce qu'on essaye aussi de montrer quand on parle du handicap, c'est que dans 85% des cas, parce que le handicap est totalement invisible, donc on travaille aussi au quotidien avec des personnes en situation de handicap, et les gens ne le savent pas forcément. C'est essentiel. En fait, on essaye, pardon, pour revenir en arrière, un tout petit peu en arrière, bien sûr, en plus, on a tous des biais, on a tous des stéréotypes et on peut tous avoir des freins. Donc, c'est pas toujours facile sur l'ensemble des sujets dont on a pu parler sur la diversité. Je pense que la formation est essentielle. Je suis convaincue que la formation est essentielle. Je suis convaincue aussi, alors il y a évidemment tout ce qui est formation par le biais de e-learning, mais la formation on prend le temps d'installer les choses, on prend le temps d'expliquer l'importance du travailler ensemble. Enfin, je vais pas refaire la table ronde. C'est vraiment, vraiment important. Et je trouve quand même qu'il y a une évolution dans les mentalités. Je trouve depuis 2-3 ans, il y a vraiment des changements qu'on ressent. Parce qu'il y a les freins et il y a également l'autocensure parfois de certains candidats. Il faut aussi le dire. Et j'ai été assez surprise. Lundi, on a organisé un forum de recrutement pour des personnes en situation de handicap et on a assisté à beaucoup d'autocensure de candidats qui n'osaient pas postuler chez L'Oréal. Et là, on a dû fermer en fait parce que on a eu énormément de candidats. On a eu plus de 150 candidats lundi après-midi, alors qu'on ne s'y attendait pas. Et ce qui a été très intéressant de voir, c'est qu'on a eu, donc je pense, moins d'autocensure de la part des candidats vu qu'ils ont été nombreux et nos recruteurs étaient là. Et c'est vrai que c'est aussi le travail de longue haleine, de formation, aussi le travailler ensemble. On parlait du travailler ensemble. Hein. Je pense que dans une entreprise, alors sur les grosses entreprises, pour nous, c'est essentiel de travailler ensemble parce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais il y a la formation, il y a le parler, il y a aussi sur le handicap, on a fait des talks ici. Par exemple, on a donné la parole à nos collaborateurs. C'est toujours nos collaborateurs et toujours nos collaboratrices qui prennent la parole sur la diversité. Et donc, on a fait des témoignages devant, à l'époque, c'était Sophie Cluzel, notre COMEX et tout le public. On a 900 personnes qui ont suivi pour parler de sa situation de diabète, de sa maladie de Crohn. Un de nos collaborateurs a parlé du fait qu'il avait été en situation de handicap visible et qu'il était devenu en situation de handicap invisible. Emeric, tout simplement, est arrivé chez nous à 24-25 ans. Il est parti en vacances au ski. Il a raté une bosse et il s'est retrouvé en fauteuil. Et il a eu beaucoup de réductions. Ce qui s'est passé était un peu particulier. Donc, il avait une chance minime, toute petite de remarcher. Aujourd'hui, il remarche, il est debout. Donc, il est passé d'une situation de handicap visible en fauteuil à une situation invisible, ce qui est quand même très rare. Et donc, il expliquait aussi la différence et l'importance de parler parce que quand le handicap est invisible, il peut y avoir aussi beaucoup de quiproquos. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est de parler et de lever les freins. Donc, je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, mais il n'y a pas une réponse. Il y a plein de choses, mais je pense que la formation est clé. Elle est essentielle. Je peux très rapidement. Il y a des freins sur les profils qu'on recherche. C'est que le plus on définit le profil, le plus des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne correspondent pas. Un exemple, chez Safran, alors honnêtement, je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais ils recrutent évidemment beaucoup d'ingénieurs, mais des ingénieurs plutôt électromécaniques, électroniques, etc. Et à un moment donné, ils se disent, mais si on recrute des ingénieurs chimistes, ils ont un background scientifique quand même poussé, et elle dit, on peut leur donner le truc de plus qui permet d'avoir les compétences qu'on cherche. Les ingénieurs chimistes, à 60% de filles. Hein.
en électromécanique de 20. Une autre entreprise, un frein qui ne sont pas rendus compte, pour devenir dirigeant ou dirigeante, il fallait une expérience à l'international. Sauf qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes avec une expérience internationale que de femmes. Et il a dit, mais attendez, expérience internationale, ça ne va pas dire forcément partir à l'étranger. Hein. Tu as des gens qui restent en France et qui ont une expérience internationale en gérant des équipes avec des gens partout dans le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, expérience internationale? Et ils l'ont défini de telle manière à ce que leur vivier excluait beaucoup de femmes. Donc, il faut réfléchir. Le plus on définit un profil, le plus on finit avec le mouton à 5 pattes, qui est exactement pile poil pareil que tu as toujours recruté. C'est l'horreur. Il ne faut jamais définir le profil, il faut définir les compétences. Quand tu définis les compétences, tu as plein de profils. Ce que vous faites, vous, hein, c'est génial. C'est génial. Il faut chercher, on change la compétence, ce n'est pas en fonction de le profil. On met les gens à l'envers. Une dernière question. Bonsoir, Hélène Frisch. Juste une question pour savoir si, en termes d'inclusion, il y a des choses particulières qui sont faites pour les aidants, qui sont aussi une population voilà, dont on n'a pas forcément parlé. Mais... Oui. Oui, il y a un certain nombre de choses qui sont faites au sein du groupe, mais je sais peut-être que vous voulez prendre la parole. Au sein de nombreuses entreprises, il y a de plus en plus de choses qui sont faites sur les aidants. Je peux vous donner 2-3 exemples. Il peut y avoir des journées. Alors, après, ça dépend. On peut être aidant de ses parents, on peut être aidant de ses enfants. Je pense aux parents d'enfants en situation de handicap. Ou par exemple, un certain nombre d'entreprises peuvent donner des jours maintenant pour accompagner son enfant soit à des soins à l'hôpital, parce qu'on sait que personne choisit son rendez-vous à l'hôpital, ou pour faire des démarches liées au handicap qui sont en général très chronophages. Donc, ça peut être en termes de jours, ça peut être en termes également d'aide. Il y a par exemple un service qu'on a mis en place qui s'appelle Responsage, où en fait, on passe un coup de téléphone. On explique, par exemple, si c'est pour son parent ou habite sa mère ou son père, de quelle aide on a besoin, dans quelle région on est, etc. La personne prend tout en note et puis revient avec des propositions ou des solutions. Ou également, on a la chance de bénéficier d'assistantes sociales sur nos sites qui vont accompagner et renseigner. Donc, il n'y a pas une mesure, il y en a plein et ça dépend du type d'aide, mais on voit vraiment que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. Et je trouve que ce qui est important aussi sur les aidants, pour moi, on ne le prend pas suffisamment en compte dans les entreprises. Je l'ai vu aussi avec la FMD et puis nous aussi chez L'Oréal, on peut continuer de faire. C'est toutes les compétences que vont acquérir les aidants, toutes les soft skills, tout ce qui vont. Il y a les compétences qu'on acquiert au travail et puis toutes les compétences qu'on va acquérir tout au long de la vie, en devenant parent, en étant aidant, pour X ou Y raison. Et je trouve qu'on devrait beaucoup plus en tenir compte parce que c'est une vraie richesse pour l'entreprise. Peut-être encore une dernière, parce que là, si on ne va pas avoir le temps de prendre une petite coupe de champagne. Ah non, oui, attends, champagne, c'est important. Alors, Moi, je suis venu pour le champagne. J'espère que la question ne sera pas trop hors scope, du coup. Si c'est le cas, on est courte et on va prendre le champagne. Nathalie Bernard, j'accompagne les entreprises sur les stratégies RSE et je suis aussi administratrice d'une des associations du groupe Emmaüs. Et je me pose la question d'une méthodologie entre votre politique d'inclusion et votre portefeuille de marques et services. Est-ce qu'il y a un lien, une méthode pour le faire? Voilà. Est-ce que c'est innovant, la question que je suis en train de poser, ou pas du tout? Enfin, voilà. Alors, je vais essayer de faire très court. Je sais pas que mon problème est là. Vous êtes très court et puis à la rigueur, on continuera après. Moi, je travaille pour les 14 000 collaborateurs et collaboratrices en France. Donc, à la base, je dépends de la DRH et je travaille vraiment avec ce que je disais, avec toutes les autres directions pour nous assurer, pour travailler, pour que personne ne se sente sûr, pour que tout le monde vienne, qu'on puisse recruter sans discriminer, l'évolution de carrière, comment on fait pour former, informer, sensibiliser. Donc, tout ça vis-à-vis de mes collaborateurs et mes collaboratrices déjà en interne pour être sûr qu'il n'y ait pas de discrimination. Après, il y a un vrai rôle également externe, on l'a dit avec la FMD ou avec les autres entreprises avec lesquelles on doit travailler. Et puis après, il y a nos marques qui sont extrêmement nombreuses. Et donc, avec Élodie, on va accompagner en fonction des sujets les marques dans leur cause ou dans leur engagement. Et bien sûr qu'il y a un lien. Évidemment qu'il y a un lien. Et ce serait dommage qu'il n'y en ait pas. Je pense, par exemple, dans une semaine, ce sera le 25 novembre et c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord. On a une de nos marques, Yves Saint Laurent Beauté, qui a développé tout un programme, une cause
pour travailler cet engagement s'appelle, aimer sans abuser. Et donc, c'est les 9 signes, à travailler autour de 9 signes de détection avec de la formation, avec des films sur les signes de violence, d'accord, pour détecter les violences et pour accompagner. Clairement, quand je travaille sur des programmes de lutte contre les violences, je vais travailler également avec aimer sans abuser. Ou pour revenir au sujet de la soirée, qui est la ménopause, nous avons les laboratoires Vichy qui ont lancé leur engagement le 18 octobre dernier. En fait, ils ont travaillé parce que c'est un sujet très, très tabou en France. Et c'est notre dernier engagement qui est sorti. Et l'idée, c'était de faire signer une tribune, c'était de libérer la parole, parce que pour eux, ça se passe mieux. Voilà, libérer la parole, parler de la ménopause, ça se passe mieux quand on en parle. Et l'idée, c'est les laboratoires Vichy vont travailler beaucoup avec des médecins, des dermatologues, des pharmacies. C'est des produits qui sont vendus en pharmacie. Et donc, c'est comment provoquer le lien ou améliorer en tous les cas les discussions entre les professionnels de santé et les femmes concernées. Et donc, ça, on a travaillé. Donc, les laboratoires Vichy, la marque a travaillé sur son engagement, d'accord. Et c'est vrai que nous, on a travaillé aussi, du coup, sur le sujet, en travaillant sur la place des plus de 50 ans. On travaille bien sûr pour les hommes, mais on travaille sur les femmes. On a fait le lien parce que c'est un vrai lien sur la confiance en soi, sur les mobilités des femmes, mais aussi sur les absences de femmes pendant cette période. Donc, l'idée, c'est de travailler ensemble, de partager et de pouvoir aussi communiquer ensemble. J'ai essayé d'être très, très, très synthétique. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, Anne-Laure, on a aussi un très beau partenariat avec Emmaüs Solidarité Tout à fait. Sur rendre accessible la beauté, même aux plus vulnérables et aux gens qui sont souvent sortis un peu du système. Alors, ce n'est pas les gens qui sont à la rue, mais c'est les bénéficiaires d'Emmaüs et la beauté entre comme une brique dans leur parcours de réinsertion. Bravo. Merci. Je pense que compte tenu du timing, on est obligé de chanter la fin. Voilà. Mais merci. Ah non, hey. Moi, j'avais une conclusion comme ça. On avait dit un mot de chacun en conclusion, avant d'aller prendre une petite coupe de champagne quand même. Un mot lui ou un mot nous? Je vais essayer de résumer un peu ce que j'ai appris. J'ai beaucoup aimé ce que Thalès disait sur la diversité de pensée. Ça, je pense que et ça rejoint en fait pour les décideurs la notion de confiance. Est-ce qu'on va faire confiance à telle ou telle ethnie? Est-ce qu'on va faire confiance à telle ou telle personne parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un directeur de l'audit qui va gérer le Japon, tu vois? Donc, est-ce qu'il y a cette notion de confiance? Moi, je pense que, faisant partie d'une minorité, oui, j'ai dû plus travailler que les autres. Oui, j'ai dû m'imposer parce que j'ai dû montrer mes compétences. On m'a fait confiance, mais j'ai dû montrer derrière que j'étais digne de cette confiance. Et ça, c'est un point qui est très important et qui est revenu un peu tout le temps. C'est pas juste des quotas stupides qui mettent des choses, c'est que derrière, on va aller chercher les gens qui ont cette compétence, qui n'osent pas lever la main, certainement. Et on va les aider. Et la démonstration de bateau, elle est exceptionnelle. Ou la démonstration de la start-up. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour le temps et pour tous ces exemples, parce qu'on a été très pragmatique avec Alexa. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est de parler de l'inclusion, mais de parler de façon tangible, de mesures concrètes que l'on peut mettre en place dans toute l'équipe d'entreprise. Donc, des diversités. écoutez, merci. J'espère que ça vous a plu.